Bonsoir à toutes et à tous, et merci à ceux qui ont transpiré d'avoir permis l'organisation de cette session qui va effectivement être chaude, parce que 300 personnes, ça fait 30 kilowatts, si ma mémoire est bonne. Donc d'ici 2 heures, vous devriez avoir envie d'enlever la dernière pelure de l'oignon. Ça marche. Je vais essayer en une demi-heure de vous raconter une histoire qui est celle effectivement d'un projet qui s'appelle le Manifeste pour décarboner l'Europe. Le Manifeste pour décarboner l'Europe, il est né 1 an avant ceci. Vous vous rappelez, ça c'est le grand cri de victoire qui a été poussé en novembre 2015. À un moment où on se dit ça y est, on a enfin mis le monde sur la voie de quelque chose de sérieux en ce qui concerne la question du changement climatique. Monsieur Fabius fait tomber le marteau et le monde est sauvé. Alors, je suis un peu taquin, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Le manifeste est né 1 an avant ça. Alors, le manifeste est né parce que, à l'âge que j'ai, on ne se refait pas, et que j'avais dans mes jeunes années, enfin plus jeunes années, participé à une aventure aux côtés de Nicolas Hulot qui s'appelait le Pacte écologique. Et pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, le Pacte écologique était parti sur un cahier des charges assez simple. C'était, on va essayer de proposer aux gens qui se présentent aux élections quelque chose d'incontournable s'ils sont vraiment sérieux quand ils disent qu'ils veulent s'occuper d'environnement. Dit autrement, je me dis, je prends acte du fait qu'un certain nombre de gens disent on veut s'occuper sérieusement des questions d'environnement, et on dit à ce moment-là, on va leur donner quelque chose qui est une base minimum. Ils peuvent faire plus, mais ils doivent au moins faire ça. Un peu comme si vous avez un gamin qui fait rien à l'école et qui dit « je vais commencer à travailler », le truc incontournable, c'est qu'il fasse une première demi-heure, on va dire. Voilà, s'il ne fait vraiment pas une première demi-heure de boulot, vous pouvez vraiment douter de la sincérité de son engagement. On avait également un deuxième élément de cahier des charges qui était on fait moins de 10 propositions. Alors pourquoi moins de 10 propositions ? Parce que quand vous en faites 300 comme Attali dans son rapport, c'est la presse qui fait le tri à votre place. Donc si vous n'avez pas envie que la presse fasse le tri à votre place, vous faites moins de la capacité de tri de la presse. Donc moins de 10. Et le manifeste, ça a été ça au début, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on va faire un certain nombre de propositions appliquant bêtement la règle de 3, mais ce soir, le privilège de la règle de 3, c'est pas moi qui l'aurai, appliquant bêtement la règle de 3, et donc si on est vraiment sérieux sur les ordres de grandeur, c'est compliqué de faire moins que ce qu'on va mettre sur la table. Et puis, chemin faisant, on s'est rendu compte que les propositions qu'on mettait sur la table étaient des propositions qui étaient nécessairement sujettes à débat, c'est-à-dire qu'il faut un certain temps d'immersion pour aller comprendre ce qu'on raconte, et que si on proposait 3 mois avant les élections à un certain nombre de gens de dire, comme on avait fait pour le pacte, et ne s'appelant pas Nicolas Hulot, mais ayant 1/1000 de l'audience médiatique de ce dernier, signez donc en bas à droite, on n'avait aucune chance d'être suivi par les décideurs qui étaient la cible qu'on avait décidé d'adresser. Et à ce moment, on a sorti des propositions techniques sur lesquelles on avait travaillé, parce que c'était ça l'idée au début, exactement comme dans le pacte écologique, en fait, l'esprit, la distillation de l'affaire, et à l'arrivée, ce qu'on a vraiment appelé le manifeste, ce n'était pas les propositions sur lesquelles on avait travaillé pendant 2 ans, c'était l'esprit général qui les avait animées, c'est-à-dire, ce n'est pas aux autres de s'occuper du problème, ou pas seulement aux autres, c'est d'abord à nous, et c'est pas demain, c'est tout de suite. Voilà, c'était ça l'idée. Donc le produit à l'arrivée n'était pas l'idée qu'on avait dans la tête au départ, mais vous allez voir que les deux s'articulent. On part donc d'un point de départ qui est M. Fabius tape un grand coup de marteau et dit « accord de Paris, 2 degrés ». Alors il se trouve que les 2 degrés vont emporter derrière un certain nombre de conséquences quantitatives extrêmement fortes que je vais essayer de vous dérouler maintenant. Vous avez ici, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont jamais vu, un graphique cardinal sorti du dernier rapport du GIEC qui met en perspective la quantité totale de gaz à effet de serre que les hommes vont mettre dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle, disons 1870 pour faire simple, mais j'aurais mis 1800, c'est à peu près pareil, et l'élévation globale de température que vous avez entre l'ère pré-industrielle et 2100. Alors, les émissions sont là-haut, là. Vous descendez, vous choisissez les émissions, vous descendez sur cet ensemble de courbes qui, en fait, dessinent une droite, vous reportez sur l'axe vertical, et ça vous dit à quoi il faut s'attendre entre 1850 et 2100. Alors, application numérique. À fin 2015, les hommes avaient mis dans l'atmosphère 2000 milliards de tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre.
dont vous voyez pour le CO2 la répartition ici. Vous voyez que c'est le charbon qui a dominé historiquement. C'est le charbon qui domine aujourd'hui dans les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles, hein, je rappelle. Et du coup, aux incertitudes des simulations près, qui sont représentées ici par la tranche colorée, eh bien, on va prendre 1, quelque chose degré entre 1850 et 2100. Ce que je viens de vous dire emporte une conséquence, soit dit en passant, sans vouloir tout de suite faire l'oiseau de mauvais augure, vous pouvez oublier les 1,5 degrés qui sont contenus dans l'accord de Paris, c'est-à-dire que peut-être que dans 5 ans, on se réunira pour savoir si on ne va pas faire des efforts pour, etc., 1,5 degré. Malheureusement, quand on se réunira dans 5 ans, les 1,5 degrés sont déjà derrière nous. Par contre, les 2 degrés, peut-être pas, mais vous allez voir que ça demande quelque chose qui se rapproche plus de l'économie de guerre que de la correction à la marge. Alors, je fais le chemin dans le sens inverse, c'est qu'une droite, c'est bijectif, hein, donc j'ai le droit de faire le chemin dans le sens inverse. Donc, je pars des 2 degrés et je remonte aux émissions. Et à ce moment, la physique, parce qu'il s'agit de physique ici, hein, me dit que nous avons droit à 3 000 milliards de tonnes équivalent CO2 d'émissions cumulées entre 1850 et 2100, dont 2000 ont déjà été utilisées. Donc, on avait un droit de tirage en 1850, si on veut respecter les 2 degrés, de 3 000 milliards de tonnes. On en a déjà utilisé 2000. Il nous en reste 1000. Donc là, je vous dis tout de suite un truc, vous allez commencer à comprendre que ce n'est pas gagné d'avance. Ça veut dire que pour ce qui reste du siècle, on va dire un siècle en ordre de grandeur, hein, puisque nous sommes en 2017, nous avons droit à la moitié des émissions auxquelles nous avons eu droit pendant le siècle qui nous a précédé, alors que l'humanité était en moyenne 3 fois moins nombreuse. Donc tous ceux d'entre vous qui savent faire une règle de 3 ont déjà compris que l'empreinte carbone d'un terrien va devoir être divisé par 5 à 6. Hein, c'est ça l'ordre de grandeur qu'il faut déjà avoir en tête. Souvent, on a l'habitude de présenter ce budget carbone, donc la quantité totale d'émissions auxquelles on a droit, en années d'émissions qui nous restent. Vous savez, c'est le truc classique, si on continue comme maintenant, dans 25 ans, nous avons épuisé notre droit à émettre. Alors ce genre de raisonnement présente un tout petit inconvénient, c'est que ça suppose que le monde continue à fonctionner comme il fonctionne maintenant, et puis dans 25 ans, du 31 décembre au 1er janvier, crac, on passe à zéro. Alors on peut, s'il y a un impact de comète sur Terre, une guerre thermonucléaire bien organisée, ou une pandémie vraiment très efficace, mais sinon, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Sinon, ce qui se passe, c'est que vous avez un maximum et derrière une décroissance. Bon. Et pour ceux d'entre vous qui ont de vieux souvenirs de maths, en fait, vous devez tracer une courbe avec une intégrale qui est prescrite. En gros, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, vous avez un cubule, c'est-à-dire une intégrale qui est bornée, et vous devez tracer une courbe à peu près continue, parce que si vous avez des grandes discontinuités, c'est qu'il y a eu des gros caca. Donc, une courbe à peu près continue, et à ce moment, vous avez à peu près la forme de votre courbe. En l'occurrence, les 2 degrés correspondent au scénario d'émission du bas dans les scénarios que vous avez là. Et ça veut dire en particulier que si vous choisissez d'éviter l'option comète, qu'on ne commande pas trop aux guerres thermonucléaires, qui n'est pas très souhaitable, eh bien, il faut diviser les émissions planétaires par 3 d'ici à 2050. Alors d'ici à 2050, ça porte un nom très simple pour la quasi-totalité des gens qui sont dans cette salle. À quelques années près, ça veut dire d'ici à ce que vos enfants aient votre âge. C'est assez simple comme raisonnement. Hein. Moi, il y a 30 ans qui me séparent de l'âge de mes enfants. Voilà, 30, 35, vous me concéderez que c'est à peu près le même ordre de grandeur. Donc les générations futures dans cette histoire, vous les voyez tout le temps. C'est vos gosses. Ce n'est pas des gens qui existeront dans un avenir, je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, de l'autre côté de la Terre, dans 352 ans et demi. Non, non. Les générations futures, pour ceux d'entre vous qui les ont encore à la maison, vous les voyez tous les soirs en rentrant. Et pour ceux d'entre vous qui ne les ont pas encore à la maison, mais qui leur téléphoné de temps en temps, c'est eux, les générations futures. Personne d'autre. Hein. Vous avez 2 manières de faire une division par 3. Hein. Vous avez une manière, je trace une droite et je baisse, ou bien je fais une exponentielle et je baisse, vous en avez encore plein d'autres. Au Shift, on s'est amusé à faire quelques calculs, enfin amusé si on veut, quelques calculs d'intérêt composé. Et on est parti d'un constat qui est qu'est-ce qu'à Paris, on a vraiment décidé quand on regarde les communications qui ont été faites par les pays. Vous savez qu'à Paris, les pays ont tous fait des communications qui, dans le jargon onusien, qui aurait vraiment besoin d'un responsable com, s'appellent les INDC, Intentionally, Nationally Determined Contributions, vous êtes bien avancé avec ça. En gros, c'est les déclarations unilatérales faites par les pays dans lesquelles ils disent « voilà ce à quoi je m'engage en ce qui concerne l'avenir de mes émissions ».
C'est ça. Puis quand vous allez regarder dans le détail, les uns s'engagent à réduire, les autres s'engagent à faire réduire les autres. Ça s'appelle de la compensation. Enfin bon, bref, vous trouvez tout un... La Suisse fait ça. Enfin bon, bref. Vous trouvez tout un tas de gens pour vous expliquer qu'on va laver plus vert. Alors, quand vous regardez ce que les pays ont vraiment l'intention d'émettre, en fait, vous ne trouvez pas du tout la trajectoire qu'il faudrait avoir là. Vous trouvez la trajectoire noire que vous avez là. Dit autrement, la seule chose absolument certaine en ce qui concerne l'accord de Paris, je dis bien la seule chose absolument certaine, c'est que si les pays respectent leur engagement, les émissions augmentent. Alors vous êtes d'accord avec moi que si on doit diviser les émissions par 3 en 35 ans et qu'on commence par les augmenter pendant 10 ans, on n'est quand même pas vraiment avancé en ce qui concerne le problème à traiter. Si on dit qu'on attend 2018 avant de commencer, c'était 2015, à réduire les émissions, on doit se placer sur la trajectoire bleue pour respecter l'accord, et si on attend 2020, on doit se placer sur la trajectoire rouge, c'est-à-dire des rythmes de diminution qui ont été constatés au cours du XXe siècle à 2 moments seulement pour la trajectoire rouge, au moment de la crise de 29 et lors de l'éradication de l'Allemagne et du Japon en 1945. Voilà, il y a 2 moments au cours du XXe siècle où les émissions de CO2 ont baissé de 8 à 10% dans l'année. C'est ces 2 années-là. Au plus fort de la crise de 29, ça doit être 32 si ma mémoire est bonne, et en 1945. Donc là, on commence à comprendre qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est du business as usual avec une petite correction que je vais donner au directeur du développement durable les jours impairs en lui demandant de s'occuper du problème. On est en train de parler de quelque chose qui est totalement systémique, qui est à la racine de tout ce qu'on fait. Et si on ne met pas cette affaire-là à la racine de tout ce qu'on fait, eh bien, le problème ne sera pas réglé volontairement. J'y viendrai tout à fait à la fin. Il va être réglé à ce moment involontairement, puisque dans le monde fini, rien ne peut croître indéfiniment, même pas les émissions de gaz à effet de serre. Donc si ça ne peut pas croître indéfiniment, c'est qu'à un moment, ça finira par décroître, et ça finira par décroître, non pas par l'effet de notre volonté, mais par l'effet des rétroactions du système qui commenceront à nous faire des choses désagréables. Autre élément intéressant à noter, alors ça c'est plutôt du côté de l'optimisme si on est bien luné, du pessimisme si on est mal luné. Je me suis amusé à regarder comment avaient évolué les émissions par unité de PIB dans 2 zones dans le monde à la suite des accords de Kyoto. Vous vous rappelez, en 1997, on signe le protocole de Kyoto. Et puis, ce protocole dit les gens qui sont gentils, petit ours brun qui veut sauver le climat, vont faire des efforts et vont baisser leurs émissions. Alors, je regarde ce que fait petit ours brun qui veut sauver le climat, c'est-à-dire l'Europe, et je constate que l'Europe réussit à diviser ses émissions par unité de PIB d'un facteur 3 en 50 ans. Et après, je vais voir Trump, Bush et Reagan réunis, et il se passe exactement la même chose, en partant de plus haut et en arrivant plus haut, mais le rythme est très exactement le même. Ce que disent ces 2 petits graphiques, c'est qu'entre la parole et les actes, il reste un monde, dans un sens comme dans l'autre. Donc le motif d'espoir, c'est que Trump n'est pas un dieu tout-puissant qui va permettre à lui tout seul de réduire à néant ce que vont pouvoir faire les gens de bonne volonté aux États-Unis, parce qu'il y en a quelques-uns, mais symétriquement, il ne suffit pas que M. Fabius ait frappé le marteau vert par terre, enfin, ou sur son pupitre en 2015, pour que le job soit fait. Hein, ça ne suffit pas. On va devoir donc diviser les émissions planétaires par 3. Alors, M. de la Palisse, qui est mon autre grand ami avec l'inventeur de la règle de 3, a dit quelque chose de très simple, c'est que si on veut diviser les émissions par 3, c'est les émissions qu'il faut diviser et pas autre chose. Donc on va essayer de regarder où sont les émissions pour voir ce qui nous attend si on veut diviser par 3. Vous avez ici un camembert décrivant les émissions planétaires, mais pour éviter que vous vous endormiez, la légende apparaîtra au fur et à mesure. Le premier poste d'émission dans le monde dans ce camembert, en procédant dans le sens d'une horloge, c'est les centrales à charbon. Les seules centrales à charbon dans le monde représentent 20% des émissions planétaires de gaz à effet de serre, tout gaz confondu. Donc CO2, méthane, protoxyde, gaz halogéné, 20%. Vous avez aujourd'hui pas loin de 2000 gigawatts, 2000 milliards de watts de puissance installée en centrales à charbon dans le monde. Je vous rappelle que le parc nucléaire qui nous excite tant en France, c'est 60, enfin 63, 60. Hein, donc 60 de nucléaire qui nous excite beaucoup, 2000 milliards de watts installés dans le monde en charbon. Ce qu'on verra dans pas très longtemps, enfin non, je peux vous le dire tout de suite, du reste, ces centrales à charbon, au premier ordre,
il faut toutes les avoir mises à la ferraille dans les 35 ans qui viennent si on veut respecter les 2 degrés. Pas à 10%, toutes. Le charbon, c'est 40% de l'électricité mondiale, hein, inversement. 6 à 7% des émissions planétaires, c'est les centrales à fioul un peu, à gaz beaucoup. Donc le gaz a beau être naturel, il n'en reste pas moins contributeur aux émissions de gaz à effet de serre. 1 kWh au charbon, c'est 1000 grammes de CO2, 1 kg. 1 kWh au gaz, c'est beaucoup moins, 400, mais ce n'est pas zéro. Donc dans un monde qui doit se débarrasser progressivement et totalement avant 2080 de ses émissions de CO2, je dis bien totalement avant 2080 de ses émissions de CO2, bah même le gaz, un jour, il faudra faire 100. 5% des émissions planétaires sont le fait des cimenteries. Le reste de l'industrie, dans lequel les aciéries doivent faire pas loin de 5% aussi, c'est 12%. La chimie de base doit être pas loin de 5% encore. Et le reste, c'est beaucoup plus marginal. Dans l'industrie, ce qui pèse très lourd, ça n'est pas le fait de transformer l'acier en boulon de 12, c'est le fait de le fabriquer. La production des matériaux de base est à l'origine de 70 à 80% des émissions directes de l'industrie. Donc je ne parle pas des émissions indirectes liées à la production électrique qui est consommée par les process industriels. Par contre, les émissions directes de l'industrie, c'est pour l'essentiel des émissions de la fabrication des matériaux de base. Donc là, c'est pareil, la question se pose, est-ce qu'on peut diviser les émissions par 3 sans diminuer la quantité de matériaux de base qu'on utilise? Les rapports stoichiométriques étant ce qu'ils sont, la réponse, c'est que ça va être compliqué d'y arriver. 6% des émissions planétaires sont le fait des chaudières de bâtiments, en direct, pas la climatisation. Les transports, c'est 15%, dans lesquels vous avez 6 pour les voitures, 4 pour les camions, 2 et 2 pour les avions et les bateaux. Donc retenez par exemple qu'en moyenne mondiale, faire 100 voitures, très bien, et les voitures, c'est pas beaucoup plus que les cimenteries, c'est pas beaucoup plus que les aciéries, et c'est le tiers, entre le tiers et le quart des centrales à charbon. Donc il ne suffit pas de dire on va faire avec moins de voitures pour être débarrassé du problème. Le fait de manger engendre 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc là-dedans, vous allez trouver essentiellement du méthane et du protoxyde. Retenez qu'en France, l'empreinte carbone d'un Français est aux 2/3 due à l'existence du cheptel bovin. Viande rouge, laitage sont à l'origine de pas loin entre la moitié et les 2/3 de l'empreinte carbone. La déforestation, qui est un processus amont de l'agriculture, coupe des forêts pour faire des champs, est à l'origine d'un petit 10% des émissions. Et enfin, vous avez des bricoles diverses. Et bien maintenant, choisis ton camp, camarade. Il faut regarder là-dedans comment est-ce qu'on fait pour diviser l'ensemble par 3. Bien évidemment, il y a des créneaux, enfin il y a des secteurs qui sont plus faciles à faire rapidement baisser que d'autres. C'est, à mon sens, plus simple de supprimer le charbon dans la production électrique que d'arrêter de manger. Par contre, c'est plus simple de manger moins de viande que de ne pas manger du tout. Donc il y a un certain nombre de choses pour lesquelles il va falloir hiérarchiser les moyens d'agir. Un très bon moyen de hiérarchiser, je n'ai pas le temps de développer ce soir, mais c'est en gros la quantité de capital qui est nécessaire pour baisser les émissions durablement d'1 tonne. Donc il y a un indicateur de gestion cardinal, à mon sens, quand on s'attaque à ce problème, c'est les investissements à la tonne de CO2 évités. Ça sera d'autant plus vrai qu'on est, comme vous le savez, en stagnation séculaire, qu'on sera dans pas très longtemps en récession séculaire, et donc dans ce genre de contexte, il est important de dépenser au mieux l'argent qui nous reste. Donc la notion de capex minimum à la tonne de CO2 évité est quelque chose qui, de mon point de vue, est absolument cardinal si on veut gérer ce problème en bon père de famille, comme on a l'habitude de dire. Quand on regarde la décomposition des émissions européennes, on n'est pas très très loin de ce qu'on a en moyenne mondiale. Vous voyez que les industries de l'énergie sont à peu près au même niveau. J'avais 21 plus 7 dans le camembert précédent. Avec l'agriculture est un peu plus basse. C'est le fait notamment qu'on est un pays industrialisé et donc les émissions agricoles sont un peu plus faibles. L'industrie est à peu près dans les mêmes eaux. Les chaudières de bâtiments sont plus élevées parce qu'on est en zone tempérée alors qu'en moyenne mondiale, il y a plein de pays tropicaux qui ne chauffent pas mais qui par contre climatisent, sauf que ça c'est dans l'électricité. Les transports sont à peu près au même niveau. Enfin, vous voyez, on n'est pas très très loin, dans les ordres de grandeur sont à peu près conservés. Alors à ce stade, vous devez nous dire, aïe aïe aïe, nous voici là, il est en train de nous expliquer qu'on va devoir aller là, on est mal barré, autant retourner se coucher. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que oui, enfin peut-être, sauf que, on est quand même capable de proposer la prochaine marche de l'escalier, et c'est l'esprit du manifeste. Et comme je le disais tout à l'heure, on a intérêt à bien choisir son escalier, dit autrement, à bien choisir sa règle de gestion, parce que si on choisit mal son escalier, on n'aura pas 2 essais. Pour ceux d'entre vous qui ont joué au flipper quand ils étaient jeunes, il n'y aura pas d'extra balle.
Donc on a intérêt à savoir dès le premier coup où il faut qu'on aille. Parce que mal choisir, c'est perdre. Donc l'enfer risque d'être pavé de plein de bonnes intentions qu'on a aujourd'hui en continuant à raisonner dans le monde infini dans lequel on a tout le temps qu'il faut pour faire des essais qui s'avèrent être de mauvaises idées, puis revenir en arrière. Et là, non. On n'a pas le temps. Alors dans cette affaire, je vous le disais tout à l'heure, le Shift a fait deux choses. Il a produit, mais ça a été l'aboutissement du processus, ce qu'on a appelé un manifeste, que je vous montrerai dans pas très longtemps. Mais ce manifeste est arrivé à l'aval d'un travail qui a été piloté chez nous par la jeune femme qui est là, Zenep, qui a, je suis désolé Zenep, je vais quand même te le faire, survécu à la circulaire Guéant il y a 2 ans, et qui a abouti à un certain nombre de propositions quantifiées que je vais rapidement vous décrire maintenant, sachant que le manifeste qu'on a demandé aux patrons et aux dirigeants du monde économique de signer n'emporte pas adhésion sur ces propositions. Donc ça, c'est notre travail à nous, c'est nos propositions à nous. Derrière, on en a tiré ce que j'appellerais une pétition de principe, qui n'est pas anodine, hein, mais qui est un texte, on va dire, qui donne l'esprit de l'ensemble, mais les signataires du texte ne sont pas forcés de tout prendre là-dedans, ni même de prendre quoi que ce soit. Par contre, ils savent ce qu'on pense. Donc on a été transparent. Toute personne à qui on a demandé de signer le manifeste, on lui a dit « by the way, ce qu'on pense nous, c'est ça ». Qu'est-ce qu'on pense que l'Europe devrait faire si elle se lance dans l'aventure ? Eh bien, la première chose qu'elle devrait faire, c'est supprimer tout le charbon dans la production électrique. On est à peu près dans les mêmes eaux en ce qui concerne la part du charbon dans les émissions européennes de gaz à effet de serre. Hein, on se balade aux alentours de 20%. Donc, on ne divisera pas les émissions européennes par 3 à 4 sans supprimer le charbon dans la production électrique. Par quoi le remplacer ? C'est toute la question. Un mix de nucléaire, CCS, renouvelable. Nous, on pense qu'il faut ne rien interdire et permettre à chaque pays d'avancer aussi vite qu'il veut avec la panoplie de moyens que vous avez là-dedans. La Pologne, il y a 400 000 personnes qui vivent aujourd'hui de l'industrie du charbon. Si vous leur dites on supprime ça demain matin, ils vont peut-être pas être très contents. Donc peut-être que chez eux, où ils n'ont aucun problème à mettre quoi que ce soit dans des trous, il faut leur dire chez vous, la solution, c'est d'aller très fort sur la CCS. Par ailleurs, la Pologne a beaucoup plus envie d'avoir du nucléaire avec ses accidents que du gaz russe. Donc peut-être qu'il faut leur dire aucun problème, allez-y. Aujourd'hui, ils ont envie d'avancer sur ce terrain, et c'est plutôt l'Europe, pilotée par les Allemands, qui les bloque. Donc vous avez un certain nombre de pays qui ont des envies. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'ils fassent ce qu'ils veulent, s'ils ont envie de faire que des éoliennes, si ça leur plaît, mais qu'ils y aillent. Donc ils signent avec leur sang, et ils le feront. La deuxième chose qu'on propose, c'est de généraliser des voitures qui consomment le tiers de ce qu'elles consomment aujourd'hui. Quand vous regardez les capitaux employés, c'est beaucoup plus efficace de diminuer très vite la consommation des véhicules en les laissant thermiques que de commencer à généraliser tout de suite les véhicules électriques. Les véhicules électriques, ça sera beaucoup plus facile de les généraliser quand on aura divisé la consommation des véhicules thermiques par 3 à 4. Par ailleurs, il y a des infrastructures externes à déployer, ça prend du temps. Là, la mesure de sauvegarde, très vite, elle est très simple. Elle est de réglementer la consommation unitaire des véhicules neufs vendus en Europe en allant beaucoup plus vite sur la consommation moyenne. Puis au bout de 15 à 20 ans, les voitures se renouvelant, même si l'économie ne va pas bien, 25 ans, eh bien, vous aurez fait le job. Une autre mesure que nous suggérons, c'est de déployer tout ce qui remplace la voiture, notamment dans les zones qu'on a créées sur les quelques décennies qui viennent de s'écouler, qu'on a coutume d'appeler des banlieues. Alors en fait, ce n'est pas vraiment des banlieues, enfin, c'est tout ce qui n'est ni rural ni centre-ville. Hein, c'est toute cette frange intermédiaire dans laquelle la mobilité pose des problèmes croissants, soit dit en passant. Et là-dedans, vous pouvez déployer covoiturage, bus, transport lourd, le cas échéant, etc. Tout ça doit être encouragé, un vélo, tout ça doit être encouragé rapidement. Vous avez un petit sujet qui n'est pas un sujet majeur sur les émissions, mais qui est un sujet, à mon avis, majeur sur la question des échanges, qui est de maintenir des échanges internationaux dans un monde dans lequel il n'y aura plus de pétrole. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est le train. Si vous avez beaucoup moins de voitures et plus d'avions, il ne reste que le train. Et donc, on suggère de mettre plus d'argent dans le réseau ferré at large, ce n'est pas nécessairement du train à grande vitesse, mais dans le réseau ferré at large, de telle sorte qu'on puisse mailler plus efficacement toutes les métropoles européennes, les unes avec les autres, avec de quoi assurer les échanges internationaux, qui pour monnaie représentaient la paix, je vous rappelle, dans une Europe dont on espère qu'elle restera quand même raisonnablement pacifiée.
Il y a une mesure concernant l'industrie dans laquelle on dit en gros, ça va beaucoup faire plaisir à nos amis ici présents, il faut diviser par 2 la production et diviser par 2 le contenu carbone d'une unité produite. Alors ça ne veut pas dire diviser le prix par 2, c'est toute la question. Hein. Et il y a un vrai sujet dans tout ce qu'on propose qui est comment est-ce que je garantis la hausse des prix quand je diminue les quantités. Ce qui fait qu'au fond, j'ai toujours le même service, mais j'ai moins émis. C'est ça la dématérialisation pour partie. Il y a 2 mesures qui concernent les bâtiments, à la fois les habitations et le tertiaire. Alors le tertiaire, c'est moins d'émissions que le logement privé. Par contre, c'est souvent des grands ensembles et c'est ça qui va tirer les gros acteurs du bâtiment. Les gros acteurs du bâtiment, ils vont être beaucoup plus intéressés par la rénovation des grandes surfaces tertiaires d'un seul coup, que par aller rénover un par un vos appartements et vos maisons. Ça va beaucoup moins les intéresser. Donc si vous voulez que le monde du bâtiment avance rapidement, il faut aussi s'occuper du tertiaire. Il faut augmenter la séquestration de CO2 par les forêts et évidemment augmenter à due concurrence une gestion intelligente et raisonnée de la filière bois. Et enfin, il faut, pour appeler un chat, diviser le cheptel bovin par 2. Et là aussi, ça ne veut pas dire que les éleveurs gagnent 2 fois moins d'argent. Il faut que les éleveurs gagnent autant, sinon plus d'argent. Et à ce moment, je vais dire un gros mot, ça veut dire qu'il faut remettre en place une politique de quotas avec des prix garantis. Et en face, évidemment, une politique de label, d'AOC, etc., qui, soit dit en passant, est une défense contre l'importation. Donc ça, c'est les mesures portées par le Shift. Et de ces mesures, on a tiré un texte qui est trop long, mais que je vous invite à aller voir sur le site decarbonizeeurope.org. Et je vous invite non seulement à le lire, mais pour ceux d'entre vous à qui ce texte convient, je vous invite à le signer et à dire à un certain nombre de copains autour de vous que ce truc existe. Pourquoi ? Parce qu'en démocratie, vous avez une règle d'or qui est que vous n'existez que si vous faites masse. Donc votre idée n'a aucune portée, j'insiste, n'a aucune portée tant qu'elle reste une idée. Nous vivons dans un monde, je suis désolé de le dire de manière aussi brutale, mais j'ai déjà dépassé mon temps de 4 minutes, nous vivons dans un monde dans lequel la portée d'un raisonnement rationnel est nulle, je dis bien nulle, si ça n'est pas appuyé derrière par des gens qui représentent quelque chose en termes de pouvoir de nuisance si vous les contrariez. C'est la règle, donc il faut jouer avec. Donc si cette initiative vous plaît, je ne fais pas souvent des appels à pétition, mais si cette initiative vous plaît, signez, parlez-en autour de vous. Si vous dirigez une entreprise et que ça ne vous paraît pas complètement stupide, parlez-en éventuellement à vos salariés. Dans les dirigeants qui ont signé ce manifeste, dont le premier, à qui je vais avoir le plaisir et l'honneur de passer la parole dans 15 secondes, vous avez maintenant une centaine, en gros, de personnes qui dirigent des entités dont certains sont très honorablement connus, qui ont signé ce texte. Et l'idée, c'est bien, encore une fois, que ça représente quelque chose. Que ça représente quelque chose. Enfin, le Shift a pris l'initiative sur la base de ce premier succès, puisque 100 personnes, c'est quand même pas complètement rien au niveau des dirigeants, de rédiger ce paragraphe que nous avons envoyé aux candidats à l'élection présidentielle, les 11 candidats qui ont obtenu le nombre de votes nécessaires, en leur demandant ce qu'ils pensaient de cette phrase sur laquelle on leur demande de s'engager. Dit autrement, à eux, on ne leur demande pas de signer le manifeste, ça n'aurait pas de sens. Par contre, on leur demande de s'engager à tirer les conséquences de l'existence de ce manifeste s'ils sont élus. Et tirer les conséquences s'ils sont élus, c'est on met en œuvre une stratégie sérieuse sur la question, dit autrement, une stratégie qui respecte la règle de 3. C'est ça, une stratégie sérieuse. Voilà, et en parlant de règle de 3, eh bien, c'est Gauthier Louette, dont je répète encore une fois qu'il nous a fait le plaisir et l'honneur d'être le premier signataire du manifeste, qui va maintenant vous prendre la suite. Pour une réaction à tout ça et une petite reprise à son compte d'une règle de 3. Gauthier. Bien, bonjour mesdames et messieurs. Alors je m'appelle Gauthier Louette, donc je suis le PDV de SPI. SPI, c'est une entreprise de 45 000 personnes qui fait 6,5 milliards de chiffre d'affaires, essentiellement en Europe, dans les métiers des services à l'énergie et au système de communication. Moi, ça fait une trentaine d'années que je travaille chez SPI, donc en fait,
On s'est quitté sur les bancs de l'école, Jean-Marc, et toi, tu as fait une brillante carrière de consultant. Moi, je suis resté 30 ans dans les travaux publics, ou assimilé. Alors, j'ai pris un risque, hein, parce que j'ai appris qu'il y avait 70 gazards dans la salle, donc je me suis quand même dit que j'allais présenter une équation. Les autres leur expliqueront. Hein. Alors, l'équation de Kaya, d'habitude, Jean-Marc la présente beaucoup mieux que moi. Moi, je pensais plutôt vous la présenter sous l'angle de qu'est-ce que ça représente pour, justement, pour une entreprise comme SPI aujourd'hui, et qu'est-ce que ça représente aussi pour nos clients. Donc, bon, la partie population, est-ce qu'elle est? Elle a plutôt tendance à croître. Et nous, en général, on aime bien aller dans les pays où il y a du monde, parce que c'est aussi là qu'il y a le plus de travail. Pour avoir beaucoup traîné mes guêtres en dehors d'Europe dans la première partie de ma carrière professionnelle, le deuxième terme de l'équation, bon, c'est une évidence, hein, je pense qu'il y a une vraie aspiration des gens au confort matériel, hein, et évidemment, si on ne répond pas à cette aspiration dans tous les pays où ils sont, ben, ils se retrouvent tous à traverser la Méditerranée avec les conséquences qu'on connaît. Donc ces deux derniers termes de l'équation ici, des gens comme moi, là, on n'a pas beaucoup d'impact. Hein. Donc je me concentrerai sur les deux premiers. Alors, ouais, non, je sais, mais j'avais juste... Ça, j'avais compris. Je me concentrerai sur les deux premiers. Donc la partie efficacité énergétique, donc c'est l'intensité énergétique par rapport au PIB. Pour nous, ça c'est une vraie réalité. Hein. Donc diminuer l'intensité énergétique par rapport au PIB, c'est un vrai sujet. Donc c'est la deuxième à partir de la gauche. Hein. Quand on installe des systèmes intelligents pour l'éclairage public, on économise 40 à 50% de l'électricité. Vous allez me dire, on économise encore plus si on éteint l'éclairage public. C'est pas faux, mais il y a quand même des problèmes de sécurité auxquels on est sensible, surtout quand on est un élu local et qu'on a une responsabilité de sécurité vis-à-vis de sa population. Donc 40 à 50% d'économie sur l'éclairage public. Dans un bâtiment, très facilement, 30 à 40% d'économie possible, hein, avec des taux de retour sur investissement qui sont assez rapides. On parle de 2-3 ans. Hein. Dans les activités industrielles, on a parfois aussi des retours d'investissement sur 6 mois, 1 an. Un industriel, au-delà de 2 ans de retour sur investissement, c'est franchement long. C'est mieux si c'est moins d'1 an. Mais on a vraiment des solutions sur tous ces sujets-là et qui sont réellement des solutions qui sont réellement appliquées aujourd'hui. Alors, les bâtiments, vous avez... L'éclairage public, c'est un exemple assez simple parce que le luminaire, il est assez passif, hein, donc on ne demande pas son avis. On l'allume, on l'éteint, on baisse l'intensité lumineuse, la quantité d'éclairement, il n'y a pas de débat. Dans un bâtiment en général assez occupé, donc en dehors des économies nominales que vous pouvez faire, vous butez sur aussi le comportement des gens, l'envie ou non qu'ils ont de participer à l'économie d'énergie dans leur bâtiment. Donc, mais il y a une phase d'explication, une phase d'appropriation, et vous arrivez à ce genre de résultats. Bon, et puis évidemment, le dernier point, c'est l'intensité carbone des différentes énergies. Donc là, on tombe sur les sujets qu'évoquait Jean-Marc, en particulier sur le renouvelable, l'éolien, et tous ces sujets. Pour une entreprise comme nous, on travaille un peu partout en Europe, on voit qu'il y a des approches très différentes d'un pays à l'autre qui sont liées à la nature du pays. Par exemple, en Allemagne, vous pouvez, parce que vous avez des gradients très faibles, vous pouvez être très loin du rivage et avoir encore des fonds peu profonds. Donc, vous êtes loin du rivage, personne ne va voir votre éolienne, mais vous pouvez encore la poser sur le fond de la mer. Donc, ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir des éoliennes qui sont ancrées, qui sont soumises à des problèmes dynamiques très différents, parce que vous avez des gradients très forts, comme par exemple au large, sur les côtes françaises. Donc là encore, il n'y a pas de one fits for all, hein, il y a vraiment des solutions qui sont adaptées à chaque pays, mais avec des réalités de transformation. Aujourd'hui, il y a certains jours en Allemagne, quand il fait beau, quand il y a du vent,
En plein jour, évidemment, il y a des régions d'Allemagne qui savent uniquement consommer de l'énergie renouvelable pendant certaines journées de l'année. Donc on voit qu'on peut aller très en avant sur ces sujets-là. Et puis il y a évidemment en France le sujet du nucléaire, qui est une énergie bas carbone, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et donc de ce point de vue-là, bon, nous, on travaille beaucoup dans l'industrie nucléaire en tant que prestataire de services. Et c'est un métier qui, à mon sens, prend tout son sens quand on a ce genre de préoccupation. Alors, donc, la règle de 3 que Jean-Marc a expliqué, hein, donc ça, c'est un vrai sujet. La population qui finira bien par baisser, mais ce n'est pas encore le cas. Les sujets donc, de croissance économique, hein, avec des fourchettes, là, mais qui ont des impacts immédiats en termes de consommation d'énergie. Hein. Les progrès qu'on peut réaliser, et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, mais il faut vraiment également un vrai engagement des clients, hein, des industriels, de tous les acteurs pour arriver sur ce genre d'économie. D'ailleurs, j'en dirai juste un petit mot. Et puis, évidemment, la partie intensité carbone de l'énergie. Alors, je voulais juste dire un mot des aspects de transport, hein, et sans vouloir faire de polémique, mais moi, j'avais été assez consterné du mouvement là, dans une contrée reculée de la France, des bonnets rouges, hein, contrée dont je suis originaire du reste, parce que je pense que c'est... Bon, c'est vraiment aller à contre-emploi. Hein. Le coût du transport, il est pas aujourd'hui. Le coût du transport ne représente pas les dégâts que provoque le transport, ni aux infrastructures, ni à l'environnement. Donc, le transport, ça devrait être plus cher, nettement plus cher. La taxe carbone, c'est une façon de rendre ou l'écotaxe, de rendre le transport beaucoup plus cher. Quand on rend le transport plus cher aussi, on commence à réfléchir à savoir où est-ce qu'il faut installer ces équipements. Et ces équipements de production. Et donc, tous les enjeux de mondialisation, ils ont aussi leur résonance sur les sujets de coût du transport. Donc, je pense qu'il faut réfléchir un peu au-delà de son bonnet rouge sur ce genre de sujet. Et puis alors, puisque je parle du transport, je voudrais évoquer le sujet que Jean-Marc a abordé des infrastructures des véhicules électriques. Donc ça progressera plus ou moins vite. Je pense d'ailleurs que je vois en particulier avec mes clients allemands aujourd'hui dans l'automobile, il y a un shift radical et vraiment provoqué par les sujets du diesel, mais pas seulement. L'Allemagne est en train de s'embarquer très rapidement dans l'industrie de la voiture électrique. Donc avec l'efficacité, la puissance de l'industrie automobile allemande, ça va aller très vite, hein, et il y aura des impacts pour ceux qui seront en retard par rapport à ça. Mais ça va au-delà. Hein, quand aujourd'hui vous avez une voiture, vous avez d'un côté des gens qui vous parlent de véhicules autonomes, d'un autre côté des gens qui vous parlent de véhicules électriques. Évidemment, à l'avenir, c'est la voiture électrique qui vous dépose au bureau et qui va se recharger toute seule pendant que vous travaillez, qui vient vous rechercher le soir. Puis l'avenir, évidemment, au-delà de ça, c'est de plus avoir sa propre voiture et d'avoir un partage du transport. Ce qui serait d'ailleurs une façon de diminuer drastiquement le nombre de voitures. Donc, vraiment des enjeux en termes d'industrie. Et pour conclure, on entend aujourd'hui beaucoup parler de Smart City, Smart Building. Je pense que ça a un impact sur l'aspect data. Donc, l'aspect data, si j'arrive à passer au slide suivant, voilà. Donc, courtesy of the Shift Project, vous avez l'évolution de l'émission de CO2 liée aux data. Donc, aujourd'hui, vous parlez de digitalisation, numérisation, cloud, etc. Ça a une réalité physique. Hein. Le cloud, ce n'est pas quelque chose qui est perdu, c'est quelque chose qui est dans un data center. Et la tendance de nos clients aujourd'hui, c'est le data center, c'est mieux qu'il soit pas trop loin de chez moi, hein, pour des sujets de sécurité, de confiance, de traçabilité, etc. Donc moi, je rencontre beaucoup de clients, des grands clients industriels, des grands clients publics, privés. Le data center, il est au sous-sol. Hein. Il n'est pas en Chine, il n'est pas. Donc les data, elles sont chez vous. Donc ça veut dire aussi que l'intensité énergétique des data, elle dépend complètement de l'intensité énergétique
de là où vous vous trouvez. Et donc, un data center, il faut rendre compte de l'objet que c'est. C'est quelque chose qui consomme entre 5000 et 9000 watts au mètre carré. Donc, c'est 50 à 100 à 90 ampoules de 100 watts sur le computer, sur l'ordinateur ou un peu plus grand. C'est ça un data center. Donc, vous imaginez la chaleur que ça dégage. En général, quand la clim s'arrête, en 45 minutes, votre data center il est à 60 degrés. Il faut tout arrêter et vous avez toutes les chances de perdre les données. Donc, la climatisation, c'est un sujet essentiel. Et le progrès a été notable. Il y a encore 10 ans, pour refroidir donc l'énergie, pour évacuer l'énergie dégagée par les serveurs du data center, il vous fallait 1,8 à 2 fois la puissance dégagée par les ordinateurs. Aujourd'hui, ce ratio qu'on appelle PE, il est descendu à 1,10 et on arrive parfois maintenant à être autour de 1,08. Donc un vrai progrès, mais on ne descendra pas en dessous de 1. Donc ces sujets de digitalisation, ces sujets de virtualisation de l'économie, il faut être bien conscient qu'ils ont vraiment une empreinte carbone très réelle chez nous, dès aujourd'hui. Voilà, donc je vais juste donner quelques éclairages sur la façon dont je vis moi au quotidien tous ces sujets complexes. C'est pour ça qu'on a besoin de gens comme le Chief Project pour réfléchir bien au-delà. Mais comme Jean-Marc l'a dit, ça concerne les générations futures. Les générations futures, c'est nos enfants. Moi, j'ai 3 enfants et c'est la première raison pour laquelle j'ai signé le manifeste du Chief Project. Je vous remercie. Après le patronat, le syndicaliste. Bon. Alors, je me présente, Alexandre Grillat, je suis secrétaire national de la CFE-CGC Énergie et j'ai 20 ans de carrière professionnelle et syndicale dans le secteur de l'énergie. Alors vous pouvez vous poser la question, finalement, pourquoi un syndicaliste ce soir et pourquoi la CFE-CGC a signé le manifeste? Alors, pour 2 raisons. La première, c'est démocratie environnementale et 2, les emplois et le rôle des salariés. Alors, démocratie environnementale en France, ça a commencé par le Grenelle de l'environnement en 2007. Ce que souhaitait le ministre de l'Environnement de l'époque, Jean-Louis Borloo, c'était d'associer la société civile au choix de politique énergétique, en mettant en place un débat avec les organisations, les ONG environnementales, les acteurs de la société civile, que sont les organisations syndicales, et le monde des organisations patronales. Donc, la genèse de la participation des organisations syndicales au débat public sur les choix environnementaux et énergétiques du pays a commencé en 2007 avec le Grenelle de l'environnement. Alors, il y a eu un moment très important dans cette démocratie environnementale, c'est 2012, et l'enclenchement au début du quinquennat du débat national sur la transition énergétique. Alors, la CFE-CGC a essayé de jouer tout son rôle pour faire en sorte que ces débats soient rationnels. Le problème, c'est que le point d'entrée de ce débat sur le choix de politique énergétique du pays, c'est moins de nucléaire. Donc ça a quelque part biaisé le débat. Ce qu'on a essayé avec quelques organisations syndicales, c'est de faire en sorte que le débat soit rationnel, pour qu'on ait un modèle français de transition énergétique qui soit le plus pragmatique et le plus intelligent possible. Et on a mis clairement sur la table quoi ? Si l'enjeu, dans la perspective des négociations de la COP 21, qui a fait l'objet d'une signature en décembre 2015, l'enjeu c'est bien le climat, l'enjeu c'est de décarboner. Donc ce n'est pas de réduire la part du nucléaire dans le mix de production électrique français, mais c'est de réduire l'empreinte carbone du pays. Donc nous n'avons eu de cesse de dire, nous avons la chance en France d'avoir 2 filières industrielles historiques. Alors je vais faire du Marcel Paul. Depuis 1946. Où nous avons la chance d'avoir des industries françaises de l'électricité et du gaz qui ont opéré la première transition énergétique que le pays a connue, c'est-à-dire dans les années 70, qui ont permis de réduire drastiquement, la dépendance aux produits fossiles importés, et de ce fait, l'intensité carbone de la production électrique française. Donc déjà, la France a fait un choix de transition énergétique dans les années 70-80 qui a permis à la France
de sensiblement décarboner ces moyens de production d'électricité. Le deuxième point dans ce débat national sur la transition énergétique et le rôle qu'ont joué les organisations syndicales, c'est de dire arrêtez de nous bassiner avec l'Energie 22 allemand, qui était présenté comme le modèle ultime par les organisations, les ONG environnementales. Vous voyez que les Allemands, ils ont réduit la part du nucléaire. On leur a dit oui, mais de ce fait, ils ont augmenté le recours à la production électrique à base de charbon. Donc, au sens du bilan du carbone, le modèle allemand n'est pas forcément le modèle que vous mettez en permanence en avant dans le débat. Alors, exemplarité climatique, je vais prendre l'exemple du charbon pour illustrer un peu mon propos. Fin 2016, le gouvernement a souhaité accélérer la fermeture des centrales de production électrique à base de charbon en France, par l'instauration d'un prix du carbone franco-français et dédié à la seule activité de production d'électricité à partir du charbon. Alors, nous ne sommes pas contre la fermeture progressive des centrales au charbon en France, mais si l'enjeu de décarbonation au niveau européen, c'est bien de fermer les centrales charbon, il faut d'abord s'attaquer aux centrales charbon de forte puissance et en quantité très importante dans les autres pays que la France. Donc la France ne doit pas forcément chercher à être exemplaire sur la production à partir de charbon en précipitant la fermeture. Il faut s'attaquer au cœur du problème qui est dans d'autres pays. Mais ce qu'on a dit syndicalement, oui, nous pouvons organiser la mutation du parc de production électrique français en fermant les centrales au charbon, mais à minima en organisant la mutation professionnelle. Nous avons des salariés sur le site. Il faut donc piloter la reconversion industrielle pour que les salariés du site conçoivent leur avenir malgré la fermeture du site industriel. Or, sur ce sujet, c'est un zéro pointé au gouvernement, considérant que les questions sociales et de transition professionnelle, ça ne se pilote pas. Donc, je prends cet exemple pour illustrer mon propos, selon lequel la transition énergétique ne sera intelligente et ne sera pilotée qu'à condition qu'on organise les transitions professionnelles et qu'on permette aux salariés des activités énergétiques d'aujourd'hui à avoir un avenir, à arriver à se projeter dans les métiers de demain. Or, sur ce point des transitions professionnelles, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, depuis 5 ans, nous n'avons jamais eu de débat de fond. Alors, ce débat national sur la transition énergétique nous a permis, à nous, à la CFE-CGC, d'affirmer une conviction. C'est que les industries de l'électricité et de gaz, alors si je vais prendre un terme un peu Marcel Paul, c'est les industries électriques et gazières, les IEG. Ça a été un atout qui a permis à la France d'avoir de l'indépendance énergétique, un système énergétique décarboné ou fortement décarboné. Ce sont des atouts qu'il faut préserver pour demain. Et que dans le débat national sur la transition énergétique, en 2012-2013, il y a eu un grand absent. On n'a jamais parlé du pétrole. On n'a jamais parlé de l'agriculture. Et on a très peu parlé du charbon. On s'est focalisé sur le débat, moins de nucléaire, plus d'ENR. Bilan carbone, 0. Et que donc, nous avons, nous, à la CFE-CGC, dans le débat national sur la transition énergétique, dit si l'enjeu, c'est bien le climat, l'enjeu, c'est le CO2, et donc, c'est les énergies fortement carbonées, que sont certes le charbon, mais surtout le pétrole. Et que donc, traitons les questions des usages énergétiques du pétrole. Donc, ça pose la question de quelle politique de transport, quelle politique de mobilité, quelle politique d'aménagement du territoire pour réduire l'empreinte carbone du secteur des transports. Un autre aspect, effectivement, c'est tout ce qui tourne autour de l'efficacité énergétique, que ce soit le secteur résidentiel ou industriel, ou que cette efficacité énergétique, elle soit passive par l'isolation, ou active par les smart services dans les usages énergétiques. Et que donc, on a souhaité que le débat ait lieu sur le pétrole, sur le transport, sur l'efficacité énergétique, et qu'on arrête d'avoir un débat dogmatique, moins de nucléaire, plus d'ENR. Alors, une fois qu'on en a dit ça, syndicalement, on a dit, mais les salariés dans tout ça. Parce que la transition énergétique qui permettra de relever le défi climatique, on n'y arrivera que si les entreprises se mobilisent et donc que leurs salariés se mobilisent. Et que donc, ces salariés puissent s'inscrire dans cette transition énergétique. Comme je le disais tout à l'heure,
il n'y a jamais eu de débat sur la mutation des emplois, sur la manière dont on organise les transitions professionnelles pour que les salariés y croient. Je vais prendre, pour illustrer mon propos, une anecdote. Je discutais avec un député vert, qui était vice-président de l'Assemblée nationale, mais qui a fait une grande école. Et je lui disais, maintenant nous sommes camarades, puisque nos deux écoles ont fusionné. Il était centralien, je suis Supélec. Je lui ai dit, donc, je pense qu'on va pouvoir parler de manière rationnelle. Je lui ai dit, on n'additionne jamais des choux et des carottes. Et je lui disais, comment peux-tu convaincre un salarié d'une centrale nucléaire que son avenir est forcément dans les ENR? Je lui disais, mais est-ce que tu crois le mantra de Ségolène Royal de dire 100 000 emplois en 3 ans grâce à la transition énergétique et la croissance verte? Je lui ai dit, mais il faut comparer emploi et emploi. Un emploi sur 1 gigawatt d'ENR. Souvent, les emplois liés aux ENR, c'est des emplois liés à l'installation de l'actif. Très peu d'emplois d'exploitation. Et des emplois qui ne sont pas localisés sur le territoire où se situe l'actif. Par contre, si vous prenez le salarié d'une centrale nucléaire, d'une centrale hydraulique ou d'une centrale thermique à flamme, d'abord, si vous prenez par exemple le site de Fessenheim, il y a près de 1000 salariés qui vivent à demeure sur le site. Enfin, sur le site ou dans les villages environnants. Donc déjà, ils sont ancrés dans le territoire et dans la durée. Il y a tout un tissu d'entreprises sous-traitantes qui travaillent dans le territoire. Donc, ce salarié qui habite dans le territoire, qui vit auprès de son actif, comment peut-il trouver une perspective dans un autre métier d'ENR qui n'est pas un métier d'exploitation, mais un emploi de construction? Si on prend à équivalent gigawatt nucléaire ou ENR. Donc ce n'est pas la même qualité d'emploi, et que si on veut que les salariés adhèrent au concept de transition énergétique et de mutation du modèle énergétique, il faut qu'on travaille la gestion prévisionnelle des emplois, qu'on travaille les transitions professionnelles. Ça a été l'absence du débat, et pour que les salariés adhèrent, s'engagent, il faut absolument qu'on traite ces questions d'emploi. Alors maintenant, sur l'Europe, pourquoi on a signé ce manifeste? Notre conviction, c'est que le projet européen macro-politique ne suscitera l'adhésion des citoyens que si les salariés y trouvent des perspectives. Et que derrière, il y a des filières industrielles qui sont créatrices d'emplois, des emplois durables, des emplois hautement qualifiés et des emplois qui soutiennent les filières d'enseignement supérieur et de R&D. Donc, autour de la question de la transition énergétique, des transitions professionnelles, derrière, nous défendons le fait qu'il faut travailler les filières industrielles. Les filières industrielles qui vont devoir se reconvertir et aussi structurer les filières industrielles d'avenir. Alors, si on prend les filières sur les énergies renouvelables, elles n'ont pas été structurées par une politique industrielle pilotée par l'État. Elles ont en France été structurées par les tarifs de rachat. Donc finalement, une politique de marché et de subvention. Est-ce qu'il y a eu une filière industrielle digne de ce nom qui a été structurée en France? Je vais répondre en partie par la filière photovoltaïque allemande, qui avait émergé et qui a disparu de fait de la concurrence des filières ENR chinoises. Donc il y a une vraie question pour que les salariés croient en la transition énergétique, au-delà des transitions professionnelles. Il faut que l'on structure les filières industrielles qui seront, elles, pourvoyeuses d'emplois qualifiés et des emplois durables et qui soient ancrés dans les territoires. Donc mon propos, au-delà de notre participation à la démocratie environnementale qui nous a permis d'être une parole, on va dire, pragmatique, rationnelle, et pour appeler un chat dans le débat, pour réussir le défi climatique, en parallèle, notre action hier et notre action demain, sera de faire en sorte que dans les débats autour de la transition énergétique, du défi climatique, on n'oublie pas, les salariés, l'emploi, le contenu en emploi des choix de politique énergétique et la nécessité de structurer les filières professionnelles. C'est la position de la CFE-CGC, et c'est pour ça que nous avons signé le manifeste, pour essayer de peser dans le débat public. Voilà.
Installez-vous, installez-vous. Jean-Marc, Monsieur Louette, je vous propose de monter et de vous installer à table. Donc, je vous remercie tous les trois pour vos brillants exposés. Je vais essayer, vu l'heure, d'un petit peu accélérer les questions que j'ai prévu de vous poser. Vous avez donné un certain nombre d'éléments de réponse déjà sur tout ça. Pour Monsieur Louette, nous sommes renseignés sur le nombre de Gazards présents chez SPI. Il y en a entre 150 et 200. Donc, vous avez du travail pour leur apprendre les équations de Kaya. Merci. Ils sont triés sur le volet, là. Hein, ils sont triés sur le volet. Il y a combien de personnes de SPI ici, dans l'audience? Alors, ils ne sont pas venus? Ils bossent. Bon, très bien. OK. Donc, ce que je vais vous demander aux uns et aux autres, c'est un petit peu donner votre point de vue concernant comment concilier en fait les intérêts économiques qui sont surtout pour vous, Monsieur Louette, intérêts économiques de la société SPI, et les concilier avec les exigences qui sont demandées par cette transition énergétique. Nous avons bien compris quel était votre engagement pour vos enfants, mais pour SPI, comment cela se concrétise-t-il? Et si messieurs Jancovici et Gria ont un avis, vous pourrez abonder. Ensuite, dans l'esprit du temps, j'aimerais, à tour de rôle, savoir un petit peu si vous estimez que la campagne présidentielle laisse suffisamment de place à la question énergétique, et surtout, qu'attendez-vous concrètement des candidats? Après, je vous donne toutes les questions, comme ça vous pourrez commenter et apporter votre contribution. On a ici une centaine, pas une centaine, 300 personnes qui sont pour l'essentiel dans l'actif. Il y a quelques jeunes, des moins jeunes. C'est un petit peu leur passer un message. Et pour les plus jeunes et les moins jeunes, comment se préparer à ces mutations? Quel message souhaitez-vous leur donner? Voilà les questions que je vous propose de commenter. Et je commencerai par vous, Monsieur Louette, Monsieur Gria, et Jean-Marc, vous conclurez. Je vais répondre à la première question, comme ça me permettra de m'abstenir pour la deuxième. Donc, bon, en ce qui concerne SPI, sans faire l'article de la société, évidemment, mais ces sujets-là, ils sont vraiment très présents déjà dans le métier. Quand je vois l'évolution depuis 15 ans, la part de la préoccupation chez nos clients concernant l'efficacité énergétique, concernant le renouvelable, concernant la digitalisation de l'économie, pour nous, c'est plutôt facile parce que c'est vraiment, on est du côté de la solution, on est capable d'apporter des solutions et l'état de l'art à nos clients sur tous ces sujets-là, dans tous les domaines, que ce soit l'industrie, le tertiaire, le transport, etc. Donc, ce qui est surtout important pour nous, c'est que finalement, c'est des métiers qui parlent, qui donnent du sens à l'activité de nos salariés. Et en particulier, ce sont des métiers qui attirent les jeunes. Donc on a un turnover qui est faible, chez SPI même très faible, hein, et on a vraiment beaucoup de jeunes qui sont attirés par ces métiers-là, qui trouvent une cohérence entre un travail professionnel qui est intéressant et quelque chose qui donne du sens à plus long terme à leur activité. Très bien. Monsieur Gria. Bon, moi, je n'ai pas de droit de réserve. Non, je vais attaquer par la deuxième question sur les présidentielles. Alors, comme je l'ai évoqué dans mon intervention, la chance qu'ont les organisations syndicales, c'est d'avoir une parole libre et de pouvoir appeler un chat un chat. Et de pouvoir dire les choses, fussent-elles dérangeantes pour les interlocuteurs. Donc, comme en 2012, nous sollicitons les équipes de campagne pour savoir c'est quoi leur vision, leur choix de politique énergétique. Est-ce qu'ils mettent en adéquation le choix de politique énergétique avec les choix de politique industrielle du pays et les choix de politique climatique? On vient d'adresser ce matin, pour ça c'est tout frais, un questionnaire à l'ensemble des candidats et on leur a transmis un livre vert qui explicite, nous, notre vision de l'avenir énergétique du pays et de l'Europe. Donc on fait un travail de lobbying. Pourquoi? Tout simplement parce que très souvent, les interlocuteurs politiques n'ont pas d'approche rationnelle et pragmatique du sujet énergie, qui est un sujet éminemment complexe. Et comme je le disais,
la démocratie environnementale a perverti les esprits. C'est-à-dire que la société civile, mais au sens ONG environnementale, qui sont parfois dans le combat militant, ont occupé un espace de plus en plus important au Grenelle de l'environnement et au débat national sur la transition énergétique. Elles ont obtenu quoi? C'est que les entreprises n'aient pas voix au chapitre. C'est qu'elles ne soient pas associées au débat pour que le débat soit cantonné entre les ONG environnementales, les parlementaires, qui étaient plus, on va dire, vert ou rose verdâtre, et on avait le MEDEF, la CGPME et les 5 organisations syndicales. Donc les sachants que sont les entreprises étaient absents du débat, parce que les ONG environnementales ne voulaient pas que le grand capital productiviste soit dans le débat. Donc enlever un élément de rationalité, d'objectivité dans le débat. Donc en fait, les organisations syndicales ont fait le job avec le MEDEF et la CGPME pour que l'approche rationnelle, intelligente, objective que je vous ai décrite tout à l'heure puisse être apportée au débat et qu'on ne soit pas dans un débat dogmatique, militant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on rencontre les équipes de campagne, on se rend compte qu'ils écoutent beaucoup la société civile. Et quels que soient les candidats. Et que donc, notre responsabilité d'organisation syndicale, nous qui sommes les porte-parole des salariés, et en l'occurrence pour la CFE-CGC Énergie, les salariés du secteur de l'énergie, c'est de faire en sorte que notre voix puisse être portée et une voix qui essaye de mettre un peu de rationalité face à l'approche qui fait des raccourcis en matière énergétique et climatique de la part de la société civile. Donc, par rapport à ces élections présidentielles, il faut que vous sachiez que le travail de lobbying de la société civile est de plus en plus prégnant et que je considère que la responsabilité des organisations syndicales, c'est d'essayer d'apporter dans ce débat de lobbying et ensuite demain dans le débat public des éléments de rationalité qui soient industriels, voire économiques et bien évidemment surtout sociaux. Merci. Donc la première question, c'est qu'est-ce que je pense de SPI? Allez, lâchez-vous. En fait, je n'en connais pas grand-chose parce que je n'ai pas d'installation pour lesquelles SPI soit compétent pour venir faire la maintenance. Donc j'en pense ce que pense le petit fournisseur. Voilà, donc en fait, je vais élargir la question. Quand on regarde ce que signifie de faire le programme en 9 points que je vous ai présenté tout à l'heure, en gros, si je suis un peu violent, c'est passer du monde de la consommation au monde de la reconstruction. En gros, c'est ça que ça veut dire. On prend le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, qui n'est pas adapté à une contrainte croissante sur l'énergie disponible, c'est-à-dire sur les flux physiques. Ça ne marche pas. Hein. Et il faut le rendre adapté à quelque chose qui puisse être plus sobre. Des choses de manière un peu simple. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir toucher à énormément d'infrastructures. Donc, qui gagne, qui perd dans ce jeu-là? À supposer qu'on raisonne à moyen constant, ce qui est le cas depuis 10 ans, comme vous le savez, il n'y a plus de croissance, eh bien, si on raisonne à moyen constant, sans même parler de raisonner à moyen décroissant, si vous mettez plus dans les infrastructures, vous mettrez moins ailleurs. L'arithmétique reste reine, donc vous allez mettre moins dans la consommation. C'est très simple. Donc quand vous regardez comment est-ce que Schumpeter s'applique à la transition énergétique, telle qu'on la voit, eh bien, tous les gens qui sont du côté de « je change la manière dont on est organisé » gagnent, et tous les gens qui sont du côté « je vous fais consommer de plus en plus de trucs qui se jettent » perdent. C'est très très simple comme grille de lecture. Donc ça ne m'étonne pas que SPI ait envie de la transition énergétique parce qu'eux, ils sont du côté des infrastructures. Donc c'est leur intérêt. Mais ça me va très bien. On ne peut pas faire une transition en démocratie sans que ce soit l'intérêt de personne. Un peu compliqué. Donc il faut bien trouver des gens dont c'est l'intérêt. Et quand on regarde les signataires du manifeste à ce stade, on se rend compte que leur nature correspond très exactement à cette grille de lecture. C'est-à-dire que les signataires qu'on a obtenus sont des gens qui sont du côté du temps long de l'infrastructure et souvent des machins un peu lourds. Et les gens qui sont du côté des services, de la pub et de la grande conso, vous pouvez les chercher, il n'y en a pas. Non pas qu'on les proposait à personne, mais ce que je viens de vous dire trie d'une certaine manière dans les intérêts de court terme de la manière que je viens d'évoquer. On n'est pas du tout contre le fait de les avoir. Hein. Nous, on a proposé à tous les gens à qui on pouvait proposer.
Vous allez également trouver une partie du monde financier, parce que le monde financier a notamment intérêt à ce qu'on s'occupe d'infrastructures, parce que ça leur fait du financement de projets. Une bonne partie de l'activité financière de ce monde-là, hein, auprès des particuliers, c'est le crédit immobilier qui, de très très loin, mobilise la majeure partie des engagements. On est dans les infrastructures. Et sinon, c'est du financement de projets. Quand ils ne jouent pas au casino, c'est de ce genre de choses que s'occupent les banquiers. Voilà, donc j'ai élargi un peu la question, mais on comprend pourquoi c'est logique que les gens qui s'occupent d'infrastructures trouvent cette affaire-là plus sympathique que d'autres. Je souscris tout à fait à ce qui a été dit par Alexandre Gria. Moi, je l'ai dit tout à l'heure à propos des mineurs de charbon polonais. Si on veut faire perdre des gens, il n'y a qu'une seule question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui y bossent. Tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, on va nulle part. Vraiment, on va nulle part. Mettez-vous à leur place, vous leur expliquez que vous allez leur supprimer leur beefsteak sans leur expliquer ce qui va leur arriver. Les gens descendent dans la rue, quoi, je veux dire, c'est extrêmement évident. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on pense de l'élection présidentielle? Là, je vais être beaucoup plus court. Vous avez vu, comme moi, si vous avez un chronomètre en main, le temps qui a été consacré aux grandes questions d'environnement dans le débat pour le moment sur les présidentielles. En fait, tout ce qui n'est pas les casseroles de Fillon, de Le Pen et qui se rallie à Macron, en ce moment, ça doit faire 5% du temps de débat. Donc, c'est assez vite vu. Pour que cette affaire-là existe dans le débat, je le redis, il faut qu'il y ait dans la couche sous-jacente un nombre suffisamment important de gens qui disent « mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut qu'on s'occupe des problèmes de fond ». Donc j'en reviens à la raison pour laquelle on a lancé cette initiative. Et l'audience naturelle du Shift dans cette affaire, c'est ni le grand public, on n'est pas assez connu pour ça, ni la classe politique en direct, parce que ça a été dit et redit, ils n'achètent pas un raisonnement rationnel, ils achètent quelque chose qui va leur être utile au regard de leur grille de lecture, qui est le nombre de voix. Et donc, c'est les gens qui sont dans la strate intermédiaire qui nous intéressent, qu'on a coutume d'appeler les leaders d'opinion. Donc là-dedans, vous avez le monde économique, une partie du monde académique, une partie du monde associatif, une partie du monde syndical, etc. Quand je dis une partie, parce que ça dépend, mais voilà, c'est ça les gens qui vont nous intéresser. Et c'est très exactement là qu'on a été chercher la première tranche de signataires du manifeste. Mais oui, on n'a pas du tout une élection au niveau des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Une des raisons étant qu'on n'a pas du tout la sous-couche intellectuelle qui permet de comprendre que l'économie est fondamentalement dépendante de l'environnement et non pas l'inverse. Réaction de la part de M. Gria. Ouais, je voulais rajouter quelque chose, parce que la troisième question, c'était finalement vis-à-vis des jeunes générations. Absolument. Alors vous l'aurez bien compris, nous, à la CFE Énergie, nous sommes des électriciens et des gaziers. Donc on est fiers de notre histoire, de nos 70 ans d'histoire, mais on considère que l'électricité et le gaz sont probablement les vecteurs privilégiés de la décarbonation. Si je prends juste le gaz, de faire muter les moyens de transport, que ce soit de marchandises ou collectifs, que ce soit par la route ou par mer, en remplaçant progressivement le pétrole par le gaz, ce sont probablement des filières d'avenir qui permettent de décarboner. Moi-même, je suis électricien. Je suis convaincu que l'électricité est l'énergie du XXIe siècle. D'ailleurs, le patron de Total ne dit pas autre chose. Et que donc, on a des gisements de filières industrielles, d'évolution technologique autour des usages de l'électricité. Et à une époque où on a un mouvement de digitalisation, de décentralisation, et que le vecteur privilégié de la décarbonation dans ce mouvement de digitalisation, de décentralisation, c'est l'élec. Donc, on a réussi depuis 70 ans à construire des filières industrielles autour de l'électricité. Ce n'est pas qu'EDF, mais aussi les industriels autour des usages de l'électricité. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une aventure industrielle à partir de maintenant sur les usages électriques, mais avec en toile de fond la décarbonation. Donc on peut avoir une aventure technologique et industrielle autour des vecteurs de la décarbonation que sont l'électricité et le gaz. Et c'est le sens des propos de la CFE-CGC, de dire les IEG ont été un atout et seront un atout pour décarboner la France et l'Europe. Et qu'il y a une véritable aventure industrielle qui peut être attractive pour les jeunes générations derrière. Merci beaucoup.